bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction à la dynastie. Tudor. Bienvenue dans cette immersion au cœur de l'Angleterre à la fin du Moyen-Âge. Un temps où les terres d'outre-Manche se préparaient à un bouleversement politique profond. Avant que la dynastie Tudor ne prenne le pouvoir, le royaume vivait une période d'instabilité, marquée par une lutte incessante pour la couronne. L'époque est dominée par les conflits issus des guerres des Roses, opposant les maisons de Lancastre et d'York, chacune réclamant un droit légitime au trône. Ce contexte de rivalité familiale violente a façonné les destinées des protagonistes qui marqueront l'histoire. Sous le règne de Richard III, dernier roi yorkiste, les prétentions à la couronne sont multiples. Son accession a été entachée de controverses, notamment liées à la disparition mystérieuse de ses neveux, les princes dans la tour. Ce mystère alimente les tensions et nourrit un climat où la loyauté et la trahison se côtoient fréquemment, préparant le terrain pour l'émergence d'une nouvelle lignée. Richard III incarne à lui seul les contradictions d'une période marquée par le pouvoir et la perfidie. Henri Tudor, issu d'une lignée plus modeste côté maternel, émerge alors comme un prétendant inattendu. Né en exil au pays de Galles, il incarne l'espoir d'une paix fragile. Sa revendication au trône repose sur ses liens familiaux lointains et son courage à défier les forces établies. Sa jeunesse est marquée par plusieurs années à l'abri, loin des intrigues de la cour, développant un caractère déterminé et prudent, qualité indispensable pour braver les tempêtes à venir. Dans cette période, l'Angleterre est aussi un territoire divisé par des alliances changeantes et des fidélités fluctuantes. Les nobles jouent un rôle crucial, chacun pesant ses intérêts dans le fragile équilibre du pouvoir. Les mariages stratégiques, les trahisons sournoises, ainsi que les coalitions temporaires définissent la carte politique du pays. Ces dynamiques complexes instaurent un climat propice aux coups d'État et au retournement de situation. Dramatisme silencieux se déroulant dans l'ombre des grandes batailles. Les conditions économiques et sociales ne sont pas en reste et influencent profondément cette époque. La monarchie doit composer avec une noblesse puissante et des paysans souvent en difficulté. Les récoltes variables, les taxes imposées et les conflits locaux affectent la stabilité sociale. Ce contexte trouble appelle une réorganisation politique qui pourrait pacifier le royaume et instaurer une autorité centralisée plus forte. Une tâche que les Tudors sont destinés à entreprendre. Alors que la guerre civile touche à sa fin, Henri Tudor rassemble autour de lui un soutien grandissant. Ses partisans voient en lui une figure capable d'instaurer un nouvel ordre et de mettre fin aux années de troubles. La bataille de Bosworth, éclatante conclusion de ces affrontements, représente un tournant décisif. Par sa victoire, Henri devient le roi Henri VII, inaugurant une ère nouvelle qui marquera durablement l'histoire d'Angleterre. L'ascension de cette dynastie repose donc sur une convergence d'événements et de personnalités, incarnant à la fois légitimité et renouveau. Henri VII instaure des réformes visant à renforcer le pouvoir royal et réduire l'influence des barons turbulents. Il établit une cour efficace et centralisée, pose les bases d'une administration moderne et favorise la prospérité économique. Ce nouveau mode de gouvernance tranche avec les excentricités du passé tout en préparant l'avènement d'une époque brillante. Le mariage d'Henry avec Élisabeth d'York symbolise la réunion des maisons adverses, Lancastre et York, scellant ainsi une alliance politique solide. Ce geste solennel cherche à pacifier la nation et offrir une stabilité durable après des décennies de conflits. Il représente également un compromis entre différentes ambitions et renouvelle l'espoir d'une Angleterre unie sous le signe des Tudors. Cette union annonce un règne qui allie prudence et détermination.
Malgré ce début prometteur, les défis restent nombreux. La dynastie doit composer avec des oppositions internes, des complots incessants et des menaces extérieures. L'équilibre entre répression et tolérance se révèle délicat, nécessitant une diplomatie habile. La fidélité des courtisans est fluctuante et la vigilance s'impose pour éloigner toute tentative de déstabilisation. Ainsi s'installe une culture politique où la prudence et la stratégie sont des armes indispensables. Au fil des années, la mémoire des guerres franches s'estompe, mais les cicatrices restent visibles. Le règne Tudor s'inscrit dans un désir profond de consolidation et de modernisation. Les institutions sont repensées, la justice réorganisée et les finances rigoureusement contrôlées. Ce dynamisme est soutenu par un roi désireux d'imposer son autorité tout en évitant les erreurs du passé. Chaque décision prise reflète ce double objectif, stabilité et autorité. L'histoire des Tudors est donc celle d'une transition majeure, où la monarchie anglaise passe d'une phase chaotique à une ère de renouveau. Ce processus illustre la complexité des rapports entre pouvoir, famille et société. Les protagonistes évoluent dans un monde en pleine transformation, où s'affrontent traditions ancestrales et exigences nouvelles. Le règne des Tudors s'annonce ainsi comme une étape fondatrice pour l'Angleterre moderne. Les origines mêmes de cette dynastie rappellent combien le destin peut être influencé par des événements apparemment secondaires. Les alliances matrimoniales, les choix stratégiques et les coups de hasard forgent un destin exceptionnel. La puissance nouvellement acquise par Henri VII ouvre la voie à une lignée qui marquera profondément les siècles suivants. Cette naissance tumultueuse est le prélude à des décennies riches en changements politiques et sociaux. En explorant ces prémices, on comprend mieux les fondements de la dynastie Tudor, ses forces et ses vulnérabilités. Le contexte historique introduit les enjeux qui façonneront l'ensemble de cette saga. Cette période constitue le socle sur lequel repose l'autorité royale, jalonnée d'épreuves mais aussi d'innovations. La stabilité attendue ne peut être comprise qu'à la lumière des conflits qui l'ont précédée, révélant ainsi la nature même du pouvoir. Enfin, cette introduction situe la dynastie Tudor dans un cadre plus large. L'Angleterre de cette époque est un acteur émergent sur la scène européenne, influencé par les relations diplomatiques et les guerres internationales. Les Tudors doivent gérer à la fois les affaires internes et les pressions extérieures. Ce double défi souligne l'importance stratégique de leur règne, préparant l'Angleterre à son rôle futur de puissance mondiale. En poursuivant ce récit, nous découvrirons comment cette dynastie naviguera au fil des décennies entre ambition et réalisme. Loin des clichés romantiques, l'histoire Tudor est avant tout une leçon de politique entre calcul, alliance et résistance. Cette saga invite à une compréhension approfondie des mécanismes du pouvoir, tout en offrant un regard neuf sur une époque cruciale. Le récit se poursuivra en explorant les personnages clés et les événements majeurs qui façonnent cette histoire fascinante. Henri VII et l'unification du royaume. Henri VII est une figure centrale dans l'histoire anglaise, marquant la fin d'une époque troublée et le début d'une nouvelle ère. Son accession au trône ne fut pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d'années de conflits, connus sous le nom de guerre des Deux Roses. Cette guerre opposait les maisons de Lancastre et d'York, déchirant le royaume et plongeant le pays dans une instabilité profonde. Henri, issu de la maison de Lancastre, parvint à unir ces deux familles rivales à travers son mariage avec Élisabeth d'York, créant ainsi la maison Tudor. Son règne, débutant en 1485, fut marqué par une politique pragmatique visant à renforcer le pouvoir royal tout en apaisant les tensions. À son arrivée au pouvoir, le royaume était râpé par des seigneurs ambitieux et des nobles rebelles qui cherchaient à accroître leur influence. Henri VII comprit rapidement
qu'il devait rétablir l'autorité de la couronne pour garantir la stabilité. Par des mesures administratives rigoureuses, il limita le pouvoir des barons et institua des systèmes de surveillance financière. Henri VII utilisa aussi la diplomatie comme un outil puissant. Il négocia des alliances stratégiques avec des puissances européennes afin d'assurer la sécurité de l'Angleterre. Parmi ses actions notables figure le traité de Medina del Campo avec l'Espagne, accord majeur qui renforça les liens entre les deux royaumes. Ce traité comprenait un mariage prévu entre son fils Arthur et Catherine d'Aragon, un lien qui allait influencer la politique anglaise pendant des décennies. Le roi mit également en place un système efficace de collecte des impôts, ce qui permit d'augmenter les revenus de la couronne sans alourdir excessivement la charge des sujets. Cette politique financière assura au royaume une stabilité économique rare à cette époque. Le trésor royal devint une institution robuste, capable de soutenir les dépenses liées à la défense et à l'administration. Sur le plan intérieur, Henri VII resta vigilant face aux menaces potentielles à sa couronne. Il fut constamment à l'affût des conspirations et des complots qui visaient à le renverser. Plusieurs prétendants au trône, tels Lambert Simnel et Perkin Warbeck, tentèrent de mobiliser des soutiens pour leur cause, mais le roi sut réagir avec fermeté. Ces tentatives, bien que sérieuses, furent étouffées grâce à une intelligence politique aiguë et à un réseau d'espions efficace. Le souverain fit aussi preuve de tolérance modérée en matière religieuse, même si la réforme religieuse ne s'imposa que plus tard. Il s'appuya sur l'Église pour consolider son pouvoir tout en évitant de provoquer des conflits religieux majeurs durant son règne. Cela permit de maintenir une certaine unité sociale dans un royaume marqué par les divisions. Henri VII accorda une attention particulière à la justice. Il réforma les tribunaux royaux, encourageant une application plus rigoureuse des lois et réduisant les abus de pouvoir des aristocrates locaux. Cette mesure contribua à renforcer la confiance des citoyens envers le gouvernement central, consolidant ainsi l'État Tudor. Par ailleurs, le roi développa les infrastructures, notamment par la construction de châteaux et le renforcement des défenses le long des frontières. Ces initiatives avaient pour but de protéger le royaume des invasions potentielles, ainsi que d'affirmer la présence royale dans les régions reculées. Ces efforts témoignaient d'une vision à long terme pour la souveraineté et la sécurité du pays. La gestion des relations avec le Parlement fut également un aspect crucial de son règne. Henri VII sut exploiter cette institution naissante pour légitimer ses décisions, tout en limitant les risques de contestation. Il utilisa le Parlement pour obtenir l'approbation de ses politiques fiscales et pour lutter contre les nobles dissidents par des lois spécifiques. Malgré un règne marqué par la prudence, Henri VII ne renonça pas à afficher sa grandeur. Il adopta des symboles royaux affirmant la nouvelle dynastie Tudor, notamment la célèbre rose rouge et blanche symbolisant l'union des maisons rivales. Ce geste non seulement renforça son image, mais il permit aussi de stabiliser symboliquement le royaume, réduisant ainsi les risques de soulèvements liés aux anciennes rancunes. La santé du roi fut une préoccupation constante au fil des années, mais il régna pendant plus de 20 ans, laissant un héritage solide à son successeur, Henri VIII. Ce dernier hérita d'un royaume stabilisé, économiquement renforcé et diplomatiquement respecté, même si son propre règne suivrait une trajectoire très différente. En somme, Henri VII fut un stratège hors pair, capable de transformer un royaume fracturé en une monarchie centralisée. Son règne posa les bases du royaume d'Angleterre moderne. Et bien que son style de gouvernance fût prudent et parfois conservateur, il sut prévoir les enjeux politiques de son temps avec une grande lucidité. Son action fut déterminante pour assurer la pérennité de la dynastie Tudor. Ainsi se conclut cette étape essentielle de l'histoire anglaise, marquée par la reconstruction après des décennies de conflits. La stabilité retrouvée permit aux futurs souverains de mener des politiques plus ambitieuses, mais également plus risquées.
C'est dans ce contexte que la dynastie s'apprêtait à vivre des heures décisives, où les intrigues et les enjeux de pouvoir allaient continuer à façonner le destin du royaume. Nous pouvons maintenant aborder les événements et les protagonistes qui suivirent, avec toute la complexité de leurs histoires. Henri VIII et la rupture avec Rome. Henri VIII monta sur le trône d'Angleterre en 1527, héritant d'un royaume puissant, mais traversé par des tensions religieuses et politiques grandissantes. Sa jeunesse fut marquée par une éducation rigoureuse, mêlant humanisme et tradition catholique, ce qui forgea une personnalité à la fois ambitieuse et méfiante envers les influences extérieures. Rapidement, il démontra un intérêt passionné pour les questions de succession. Conscient que maintenir la dynastie Tudor au pouvoir dépendait de la naissance d'un héritier mâle. L'enjeu principal d'Henri était de garantir une lignée sûre pour éviter les querelles de succession qui avaient jadis plongé l'Angleterre dans la guerre civile. Son premier mariage avec Catherine d'Aragon, fille du roi d'Espagne, semblait assurer cette stabilité. Cependant, après plusieurs années de noces, elle ne parvenait pas à lui donner un fils survivant, mais seulement une fille, Marie. Ce fait entra profondément en conflit avec la sacralité du pouvoir royal, car nombre de ses conseillers voyaient en un héritier masculin la clé de la paix future. Le désir d'Henri de mettre fin à son premier mariage ouvrit une crise sans précédent. Il invoqua les lois bibliques pour justifier une annulation, arguant que l'union avec la veuve de son frère cadet était contraire au commandement divin. Catherine, cependant, contestait vigoureusement cette interprétation, renforcée par des appuis tant en Angleterre que dans le Saint-Siège. Cette querelle juridique n'était pas simplement une affaire privée, mais devint une lutte politique intense, car la position de Rome sur ce divorce influençait directement le pouvoir de l'Église en Angleterre. Face au refus du pape Clément VII d'accorder l'annulation, Henri se trouva dans un dilemme absolu. La souveraineté religieuse et politique du royaume devait être préservée, ce qui l'amena à envisager des solutions radicales. Peu à peu, il s'éloigna de l'autorité pontificale, initiant un processus qui allait culminer dans la rupture officielle avec Rome. Cette décision ne se fit pas sans résistance, ni sacrifice, car elle impliquait de rompre avec une tradition millénaire et de remodeler profondément le paysage religieux anglais. Le roi nomma alors Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, un allié clé pour avaliser ses réformes. Cranmer joua un rôle fondamental en légitimant la nouvelle orientation, soutenant la validité du mariage d'Henri avec Anne Boleyn, une noble courtisane qui captivait le roi par son intelligence et sa volonté d'influence. Ce mariage donna naissance à Élisabeth, future reine, mais maintint les débats politiques et religieux au cœur du pouvoir, car il symbolisait le rejet des dogmes établis. La création de l'Église d'Angleterre fut officialisée par le Parlement en 1533. Cette institution nouvelle affirma la suprématie du roi comme chef unique de la foi dans son royaume, rejetant l'autorité papale. Ce changement opéra une séparation nette d'avec le catholicisme romain, déclenchant des réformes doctrinales et administratives qui transformèrent en profondeur la société anglaise. Les monastères furent dissous, leurs biens confisqués, modifiant l'équilibre économique et social. Cette politique provoqua des réactions diverses. Certains fidèles se montrèrent fervents partisans de la réforme, voyant en elle une libération des lourdeurs ecclésiastiques. D'autres résistèrent farouchement, attachés à la tradition catholique et craignant l'instabilité engendrée. Henri dut affronter des complots, des révoltes et des oppositions issues tant de la noblesse que du clergé conservateur. Son règne fut marqué par une violence ponctuelle contre les dissidents, traduisant la brutalité d'une époque en pleine mutation. Parmi les figures importantes de cette période se trouvaient aussi des personnages comme Thomas More, qui résista au divorce royal et fut exécuté pour son opposition.
Sa mort symbolisa la fin d'un monde où la conscience personnelle et la loyauté catholique pouvaient encore défier l'autorité du monarque. Les événements révèlent une lutte acharnée entre foi, pouvoir et individualité, un combat qui façonna la destinée de l'Angleterre pour des siècles. Cette rupture avec Rome ne se limita pas à une affaire de couple royal, mais s'inscrivit dans un contexte européen plus vaste. Le protestantisme gagnait du terrain dans plusieurs pays, modifiant les alliances et les rivalités. Henri sut exploiter habilement cette situation pour renforcer sa position, tout en ménageant des compromis politiques. Sa politique iconoclaste, incluant la suppression des reliques et la réforme des cérémonies, illustrait un équilibre fragile entre innovation et conservatisme. L'épisode du divorce et de la séparation religieuse fut aussi un moment crucial pour la notion même de souveraineté. Henri revendiqua un pouvoir absolu sur le royaume, supplantant l'influence étrangère et les intermédiaires ecclésiastiques. Ce principe de suprématie royale devint une pierre angulaire du gouvernement anglais, influençant les débats constitutionnels et la gestion du pouvoir à venir. Cette transformation fut à la fois politique, juridique et spirituelle. Il importe de souligner que la révolution henriquienne n'était pas qu'une affaire d'adultère ou de pouvoir personnel. Elle reflétait aussi une dynamique plus profonde de modernisation de la société et de réappropriation des ressources nationales. La confiscation des biens ecclésiastiques permit de financer l'État et les guerres, modifiant l'économie et renforçant la classe des nobles fidèles au roi. Ainsi, les enjeux religieux et économiques s'entremêlaient dans ce basculement historique. En parallèle, le rôle d'Anne Boleyn prit une dimension politique majeure. Initialement dame d'honneur de la reine Catherine, elle suscita l'intérêt du roi par sa vivacité d'esprit et ses idées réformatrices. Son mariage avec Henri symbolisait la volonté de changement, bien qu'il demeurât fragile. La naissance d'une fille, Élisabeth, n'apporta pas la satisfaction attendue, accentuant les tensions avec les factions opposées au nouvel ordre. L'exécution d'Anne, quelques années plus tard, témoigna des dangers qui guettaient ceux qui s'aventuraient dans les jeux de pouvoir. L'impact durable de cette période, souvent qualifiée de rupture anglaise, se manifeste dans la construction identitaire du pays. L'Église d'Angleterre se développa en une institution distincte, entre catholicisme et réforme, influençant profondément la culture, la politique et la religion. Cette singularité permit à l'Angleterre de naviguer entre les influences continentales tout en affirmant son indépendance. En ce sens, l'initiative d'Henri VIII peut être considérée comme un acte fondateur. Sa détermination à imposer sa volonté face aux résistances internes et externes redessina le cadre du pouvoir royal et religieux. La complexité de ses choix, mêlant raison personnelle, convictions politiques et dynamique sociale, fait de son règne un moment clé pour comprendre l'évolution des nations européennes au XVIe siècle. À travers ce récit, on saisit l'importance d'un homme confronté à des dilemmes profonds, tiraillé entre tradition et innovation, entre amour et politique. Sa décision de rompre avec Rome fut une étape décisive qui bouleversa durablement l'Angleterre, préparant le terrain aux transformations religieuses et politiques futures. Cette histoire invite à réfléchir sur les liens entre pouvoir et foi, sur la manière dont les décisions d'un seul peuvent entraîner des changements majeurs au sein d'un pays. Le rôle de Henri VIII illustre la force des choix individuels dans le cours de l'histoire et la fragilité des équilibres qui régissent les sociétés humaines. Ainsi se dessine la trame d'une époque où s'entrechoquent intérêts personnels, ambitions dynastiques et mutations religieuses. Le royaume anglais, sous l'impulsion du roi, entama un nouveau chapitre de son existence, marqué par la rupture, mais aussi par la construction d'une identité nouvelle. Cette période d'intenses bouleversements prépare le terrain pour les défis qui attendent ses successeurs. Le changement initié par Henri marqua le début d'un long processus de confrontation entre tradition et modernité,
dont les répercussions continuèrent à se faire sentir dans les décennies suivantes. Au-delà des controverses et des conflits, il reste que la réorganisation de l'Église permet à l'Angleterre de s'affirmer en tant que puissance politique autonome. L'émergence d'une Église nationale donna également naissance à des débats théologiques et sociaux qui nourrirent la pensée anglaise. En avançant dans notre récit, nous découvrirons comment ce premier acte révolutionnaire influença profondément les règnes des monarques Tudors suivants, et comment la quête de pouvoir s'entremêla aux transformations culturelles et religieuses d'une nation en pleine mutation. Les 6 mariages d'Henri VIII. Henri VIII, roi d'Angleterre au XVIe siècle, est célèbre non seulement pour son règne tumultueux, mais aussi pour ses unions matrimoniales qui ont profondément marqué l'histoire politique et religieuse de son royaume. Il s'est marié 6 fois, chacune de ces alliances influençant le jeu du pouvoir et la succession royale d'une manière unique. Sa première épouse fut Catherine d'Aragon, veuve de son frère aîné. Leur mariage, célébré après une dispense papale, dura près de 24 ans. Catherine, d'origine espagnole, fut une reine dévouée et ambitieuse, cherchant ardemment un héritier mâle pour stabiliser la dynastie Tudor. Leur seule fille survivante, Marie, devint plus tard la reine Mary Pr. Bien que l'absence d'un héritier mâle ait semé les graines du conflit à venir. L'incapacité de Catherine à donner naissance à un fils légitime fut le principal moteur des événements ultérieurs. Henri, obsédé par la nécessité d'un héritier masculin pour sécuriser le trône, devint de plus en plus frustré par cette situation. Sa volonté de remédier à cet état de fait le conduisit à demander l'annulation de son mariage, ce qui provoqua une rupture majeure avec l'Église catholique. Cherchant à légitimer un nouveau mariage, Henri s'éprit d'Anne Boleyn, une jeune femme à la fois ambitieuse et cultivée. À travers leur union, il espérait non seulement avoir un héritier mâle, mais aussi affirmer sa souveraineté, rompant avec l'autorité papale. Anne devint reine en 1533, mais son règne fut marqué par de nombreuses tensions. Leur fille, Élisabeth, naquit l'année suivante, mais l'absence persistante d'un fils nourrit le mécontentement du roi. Les portraits d'Anne montrent une femme charismatique et résolue, mais la cour d'Henri était un lieu dangereux, truffé d'intrigues. Accusée d'adultère et de trahison, Anne fut emprisonnée et exécutée en 1536, ce qui choqua beaucoup, mais permit à Henri de chercher une nouvelle épouse. Par la suite, Henri épousa Jeanne Seymour, qui lui donna l'unique fils mâle légitime, Édouard, en 1534. Jeanne mourut malheureusement peu après l'accouchement, laissant Henri veuf et ému. Leur mariage fut court mais crucial, car il apporta l'héritier tant espéré, assurant temporairement la stabilité dynastique. Après la mort de Jeanne, Henri chercha à renforcer son pouvoir en épousant Anne de Clèves. Cette union fut davantage politique, destinée à forger une alliance avec les États protestants d'Allemagne. Cependant, la reine allemande ne plut pas à Henri, qui la trouva peu séduisante. Ce mariage fut annulé après seulement 6 mois, transformant Anne en une amie fidèle de la cour anglaise. Le 5e mariage d'Henri fut avec Catherine Howard, cousine d'Anne Boleyn. Jeune et charmante, Catherine fut choisie pour raviver la vitalité du roi vieillissant. Malheureusement, sa jeunesse et son passé la conduisirent à l'adultère, un scandale qui mit fin brutalement à leur union. Catherine fut exécutée pour trahison, une nouvelle preuve de la rigueur d'Henri envers toute menace à son autorité. Enfin, Henri unit sa destinée avec Catherine Parr, veuve 3 fois. Catherine Parr apporta à la cour une stabilité relative et un soutien intellectuel, s'occupant notamment de l'éducation des enfants royaux. Elle survécut au roi et continua d'exercer une influence modérée sur la politique et la religion jusqu'à sa propre mort.
L'histoire des mariages d'Henri VIII est un miroir des luttes de pouvoir, des alliances et des conflits qui traversaient l'Europe à cette époque. Chaque union apporta son lot de conséquences, façonnant non seulement la vie personnelle du roi, mais aussi le destin de l'Angleterre. Leurs répercussions se manifestèrent dans les tensions religieuses qui suivirent, avec la création de l'Église d'Angleterre et les transformations profondes qu'elle engendra. Le parcours matrimonial d'Henri VIII illustre la complexité des relations royales et leur impact sur l'histoire politique. Ces unions furent à la fois des stratégies de pouvoir et des drames personnels, révélant la fragilité et la force d'un règne marqué par l'ambition et la quête de légitimité. Ainsi se conclut ce récit des alliances du roi, ouvrant la voie aux conséquences qui façonnèrent non seulement son règne, mais aussi celui de ses héritiers. Le prochain chapitre explorera comment ces mariages influencèrent la succession et les bouleversements religieux qui s'ensuivirent. L'influence de Thomas Cromwell. Thomas Cromwell occupe une place incontournable dans l'histoire de la dynastie Tudor, en particulier sous le règne d'Henri VIII. Conseiller habile et stratège avisé, il joue un rôle décisif en consolidant l'autorité royale à une époque où la monarchie anglaise cherche à affirmer sa suprématie face à l'influence du clergé et de la noblesse traditionnelle. Son ascension met en lumière non seulement sa capacité politique, mais aussi les rivalités qu'il suscite parmi les membres de la cour, témoignant des luttes internes pour le pouvoir. Né parmi les couches modestes, Cromwell parvient à gravir les échelons grâce à son intelligence et son pragmatisme. Il introduit des réformes administratives novatrices, contribuant à rationaliser la gouvernance du royaume et à optimiser la collecte des impôts. Son travail minutieux dans la restructuration des affaires publiques renforce considérablement la position du roi, en particulier lors des tensions liées au divorce d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon, qui provoque un bouleversement majeur dans la vie politique anglaise. Le rôle de Cromwell est aussi politique que religieux. Il devient l'un des artisans majeurs de la rupture avec l'Église catholique romaine, orchestrant la création de l'Église d'Angleterre, dont Henri VIII se déclare chef suprême. Cette manœuvre audacieuse affaiblit l'influence papale et permet au roi de contrôler les biens ecclésiastiques, renforçant ainsi son pouvoir financier et symbolique. Ce changement institutionnel engendre des remous considérables, visibles dans l'opposition farouche de nombreux seigneurs et prélats. Sa politique expéditive et sans compromis le met néanmoins en position de fragilité. Cromwell gagne autant d'ennemis que d'alliés, sa méthode directe et son absence de scrupules provoquent méfiance et jalousie. Parmi ses opposants, les nobles rejetant ses réformes rêvent de le voir disparaître. Cette atmosphère de tension exacerbée traduit la complexité de la gouvernance dans une cour où intrigue et trahison se mêlent au jeu politique. Cromwell n'hésite pas à recourir à des procédures judiciaires et des accusations de haute trahison pour éliminer ses adversaires, parfois de manière expéditive. Son influence grandissante inquiète certains proches du roi, inquiets de voir le pouvoir royal trop concentré entre les mains d'un homme de condition modeste, mais particulièrement habile. Cette précarité politique annonce les difficultés qu'ils surprendront plus tard. Le conseiller occupe également une place clé dans l'administration territoriale. Il supervise l'évaluation des terres monastiques confisquées après la dissolution des monastères ordonnée par Henri VIII. Ce processus redistribue les richesses et les terres de l'Église à des nobles et des loyalistes, ce qui modifie durablement la carte sociale et économique du royaume. La manœuvre assure la fidélité de nouveaux soutiens, consolidant l'appareil monarchique. Toutefois, cette redistribution n'est pas exempte de critiques et de conflits. La noblesse ancienne, habituée à un certain équilibre des forces, voit en Cromwell un usurpateur cherchant à bouleverser les privilèges et les ordres établis. Les tensions entre anciens et nouveaux bénéficiaires exacerbent la rivalité politique, renforçant le climat d'incertitude au sein de la cour. Cromwell se trouve ainsi au centre d'une tempête
où s'opposent intérêts personnels et enjeux d'État. La législation promue par Cromwell, visant à affirmer le contrôle royal sur la justice et l'économie, contribue à bâtir un État moderne. Il développe un réseau de fonctionnaires loyaux et compétents, améliorant la gestion fiscale et judiciaire, ce qui stabilise en partie la monarchie. Ce modèle administratif influencera durablement le fonctionnement du gouvernement anglais, participant à l'émergence d'un État plus centralisé et efficace. Son influence s'étend aussi au domaine diplomatique, où il conseille Henri VIII dans ses alliances et négociations, en particulier face aux puissances européennes comme la France et l'Empire des Habsbourg. Cromwell comprend l'importance de la politique étrangère pour maintenir l'équilibre des forces et protéger les intérêts du royaume. Ses talents de négociateur complètent son profil de stratège politique, bien que ce rôle soit moins connu que ses fonctions internes. Malgré ses succès, la position de Cromwell reste toujours fragile. En 1420, son pouvoir décline rapidement sous la pression de factions hostiles et des mécontentements occasionnés par certaines de ses mesures. L'affaire du mariage d'Anne de Clèves et la montée en puissance de rivaux comme les Howard contribuent à son déclin, entraînant sa chute spectaculaire. Ce retournement souligne les risques permanents dans le jeu politique Tudor, même pour les plus puissants. L'exécution de Cromwell marque un tournant dans la cour d'Henri VIII, laissant un vide difficile à combler. Son héritage cependant perdure à travers les transformations administratives et religieuses qu'il a impulsées. La centralisation du pouvoir royal et l'affirmation de l'indépendance religieuse restent des acquis majeurs pour la monarchie anglaise, illustrant l'impact profond de sa politique dans l'histoire des Tudors. Ainsi, Thomas Cromwell incarne la complexité du pouvoir à l'époque Tudor. Un homme issu d'une condition modeste, devenu l'un des artisans de la modernisation d'Angleterre. Sa vie reflète les tensions entre innovation et conservatisme, entre opportunisme personnel et service à la couronne. Cette figure centrale offre un éclairage précieux sur les mécanismes de pouvoir et les enjeux de cette période troublée. À travers son parcours, on comprend mieux comment la monarchie Tudor a réussi à se renforcer face aux défis internes et externes, grâce à des personnalités capables de mêler pragmatisme et ambition politique. Cromwell reste une figure paradoxale, à la fois controversée et admirée, dont l'influence explique en partie la réussite d'Henri VIII à imposer son autorité dans une Angleterre transformée. Ce vaste tableau politique et social, illustré par la trajectoire de Cromwell, prépare le terrain aux évolutions ultérieures de la dynastie Tudor. Les prochaines analyses poursuivront l'exploration de ces bouleversements, en s'attachant aux conséquences de cette politique de pouvoir sur les événements qui suivront dans cette histoire captivante, sans cesse renouvelée par ses acteurs. La réforme anglaise et ses répercussions. Au commencement du XVIe siècle, l'Angleterre se trouve au cœur de profondes transformations religieuses et politiques sous le règne des Tudors. Henri VII, bien que plus connu pour ses alliances matrimoniales, initie une ère où la question de la foi devient un enjeu majeur du pouvoir royal. La montée en puissance du protestantisme et la réaction de Rome plongent le royaume dans une série de réformes et de conflits longs qui marquent durablement la société anglaise. Henri VIII a joué un rôle central dans ces bouleversements. Son désir d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon, non accordé par le pape, provoque une rupture sans précédent avec l'Église catholique romaine. Le roi se déclare alors chef suprême de l'Église d'Angleterre, instituant l'anglicanisme comme religion officielle. Cette décision politique entraîne l'annulation des liens canoniques avec Rome, et ainsi l'Église devient un outil du pouvoir royal dans un contexte où la foi ne peut être dissociée de la politique. L'instauration du nouvel ordre religieux ne s'est pas faite sans résistance. De nombreuses institutions catholiques furent dissoutes, monastères fermés et les propriétés ecclésiastiques vendues ou attribuées à des nobles fidèles au roi. Ces mesures secouent le tissu social et économique,
car l'Église détenait jusqu'alors une grande part des terres et de la richesse du pays, constituant un pouvoir indépendant parfois perçu comme rival du roi. Pendant le règne d'Édouard VI, fils d'Henri VIII, la réforme s'intensifie avec l'adoption des prières en anglais et l'abandon progressif des rites latins. Le livre de la prière commune devient un symbole fort du protestantisme naissant. Néanmoins, cette protestantisation brusque provoque un profond malaise chez les catholiques qui représentent encore une part significative de la population, surtout dans les régions rurales où les traditions sont solidement ancrées. Le règne de Marie Tudor, dite Marie la Sanglante, fait revenir un temps le catholicisme. Sa volonté de restaurer la foi de Rome engendre une répression violente contre les protestants, avec notamment des bûchers pour les hérétiques. Cette période est marquée par une humiliation profonde pour ceux qui s'étaient engagés dans la réforme et par un climat de peur qui dure plusieurs années. Son action a aussi consolidé la détermination des protestants à préserver leurs acquis religieux. Élisabeth Ier hérite d'un royaume divisé par ses conflits religieux. Elle met en place l'acte de suprématie qui réaffirme l'indépendance de l'Église d'Angleterre, tout en adoptant une position plus modérée pour éviter les affrontements ouverts. Sa politique vise à établir un équilibre confessionnel fragile. Cependant, la suspicion envers les catholiques persiste, exacerbée par les complots récurrents impliquant des puissances étrangères. Au-delà du champ strictement religieux, ces transformations entraînent de profonds changements sociaux. La noblesse tire profit des biens ecclésiastiques, renforçant ses liens avec la couronne Tudor. Parallèlement, les mouvements populaires, souvent imprégnés de croyances ancestrales, résistent à l'imposition de nouvelles formes de culte. Les révoltes sporadiques sont parfois réprimées avec fermeté, ce qui nourrit un sentiment de méfiance envers le pouvoir central, déjà fragile face aux guerres de succession et autres menaces internes. L'influence de la réforme anglaise s'étend également sur le plan politique. Le Parlement voit son rôle accru, notamment par la validation des lois sur la foi et la propriété. L'alliance entre le trône et le Parlement forge une nouvelle structure de gouvernement où la religion devient une affaire d'État. Ainsi, la monarchie Tudor consolide sa souveraineté face à une Église qui jusque-là jouait un rôle autonome, parfois en opposition au pouvoir royal. La réforme impose aussi une standardisation du culte et favorise l'alphabétisation, car la traduction de la Bible en anglais encourage l'accès direct aux textes sacrés. Ce mouvement favorise l'émergence d'une culture protestante axée sur la lecture individuelle, ce qui impacte la transmission du savoir et transforme la société anglaise en profondeur. Ces évolutions culturelles sont autant un support qu'un moteur de la stabilité politique de la dynastie Tudor. On observe également l'impact économique de ces mutations. La redistribution des terres ecclésiastiques permet à une nouvelle classe de bourgeois d'émerger, ce qui stimule l'économie et la vie urbaine. Ce phénomène contribue à la formation d'une société plus stratifiée, où l'argent et le commerce prennent une place plus importante que les anciennes affiliations féodales et religieuses. Cette dynamique soutient l'expansion maritime et commerciale de l'Angleterre dans les décennies suivantes. En même temps, la réforme anglaise s'inscrit dans un contexte européen marqué par la diffusion du protestantisme à travers l'Allemagne, la Suisse ou la Scandinavie. Les Tudors s'inspirent des idées de Luther ou de Calvin, tout en adaptant ses doctrines à la réalité anglaise. Cette singularité religieuse contribue à différencier l'Angleterre des autres grandes puissances catholiques, forgeant une identité nationale teintée d'un sentiment d'exception. Cette identité est aussi nourrie par la littérature et les arts sous les Tudors. Les œuvres reflètent les tensions entre la mémoire catholique et l'affirmation protestante, souvent sous forme de débats théologiques ou d'allusions indirectes pour éviter la censure. La cour royale devient un centre intellectuel où se croisent théologiens, poètes et humanistes, contribuant à façonner la pensée anglaise pour les générations futures. Le rôle des figures féminines est également crucial dans cette période de transition. Anne Boleyn,
dont le mariage causait la rupture avec Rome, incarne à elle seule les enjeux entre vie privée, pouvoir politique et foi. Plus tard, Élisabeth Ière, symbole de la monarchie stabilisatrice, incarne un compromis entre tradition et modernité, imposant une figure forte malgré les attentes conflictuelles sur le rôle des femmes. Le poids des rivalités et des trahisons souligne le fragile équilibre atteint sous les Tudors. Cette époque est marquée par des conspirations tant religieuses que politiques qui menacent régulièrement la stabilité du royaume. Chaque répression renforce cependant la mainmise royale, démontrant la capacité d'adaptation et de contrôle de la dynastie, malgré des oppositions internes souvent violentes. La population anglaise vit ces changements de manière contrastée. Les élites bénéficient des nouvelles opportunités créées par les réformes, tandis que les paysans, souvent peu informés, subissent la perte de repères. L'adaptation progressive impose une nouvelle structure sociale où la religion d'État devient un marqueur d'appartenance, accentuant parfois les divisions locales. Ces évolutions sont essentielles pour comprendre le fonctionnement du pouvoir Tudor. Dans le même temps, le renouvellement religieux engendre une redéfinition du rapport entre les sujets et le souverain. La figure du monarque se rapproche d'une image quasi divine, incarnant le lien direct avec Dieu, ce qui justifie le pouvoir absolu. Cette doctrine contribue à légitimer les décisions monarchiques, notamment en matière de politique religieuse, renforçant ainsi le caractère autoritaire de la dynastie Tudor face aux contestations. Les enjeux diplomatiques liés à la réforme ne sont pas négligeables. La rupture avec le pape modifie les alliances traditionnelles, poussant l'Angleterre à s'orienter vers des partenaires protestants ou neutres. Cette nouvelle diplomatie favorise la rivalité avec l'Espagne catholique et le Saint-Empire, préparant les futures confrontations sur la scène européenne et mondiale, notamment avec l'essor des empires coloniaux. L'examen des actes législatifs révèle l'importance accordée aux réformes religieuses. Les différentes lois successives autorisent non seulement le contrôle spirituel, mais aussi la surveillance des pratiques religieuses des sujets. Ces mesures montrent une volonté claire d'homogénéité et de contrôle social par le pouvoir central, cherchant à éliminer les dissidences et à garantir la paix intérieure par une religion d'État unifiée. La réforme anglaise déploie également ses effets sur la vie quotidienne. Le calendrier liturgique, les cérémonies publiques, les fêtes chrétiennes traditionnelles sont modifiées ou supprimées en fonction des décisions gouvernementales. Ces changements constituent un nouveau rythme social et culturel qui accompagne la réorganisation du pouvoir, modifiant les habitudes communautaires et les formes d'expression religieuse populaire. Au fil du temps, la mémoire collective incorpore ces transformations douloureuses, mais aussi porteuses d'avenir. La construction d'une nation anglaise moderne s'appuie sur ce passé complexe où religion et politique s'entrelacent. L'héritage Tudor déborde ainsi le temps de leur règne, préparant les fondations de l'Angleterre contemporaine et son rôle dans le monde. Cette histoire appelle à considérer les liens entre croyance, pouvoir et identité, tout en mesurant la capacité des sociétés à évoluer face à des ruptures majeures. L'empreinte de la réforme sous les Tudors constitue un pivot essentiel pour comprendre le développement culturel, social et politique de l'Angleterre, prolongeant ses effets jusqu'aux institutions actuelles. Alors que se clôt cette analyse des répercussions de la réforme anglaise, la suite nous entraînera dans le cœur même des dynamiques de pouvoir sous les Tudors, révélant davantage d'intrigues et de stratégies qui façonnent leur règne. Le règne d'Édouard VI, Édouard VI monta sur le trône d'Angleterre en l'année 1547, succédant à son père, Henri VIII. Son règne fut marqué par une jeunesse précaire, car il n'avait que 9 ans lors de son accession au pouvoir. Malgré son âge, il devint le souverain officiel, bien que la réalité du pouvoir échappa en grande partie à ses mains. La régence fut assumée par ses oncles John Dudley, duc de Northumberland,
et le protecteur Somerset, Edward Seymour, qui guidera les affaires du royaume sous son nom. Le jeune roi, bien que fragile de santé, montra rapidement une inclination vers les réformes protestantes. Sous son règne, la religion anglaise prit un tournant décisif. L'Église catholique romaine, qui avait dominé l'Angleterre depuis des siècles, fut contestée plus ouvertement. Le roi et ses conseillers encouragèrent la traduction de la Bible en anglais afin de rendre les textes sacrés accessibles au peuple, ce qui constituait une avancée majeure pour l'époque. La réorganisation religieuse sous Édouard VI ne se limita pas à la diffusion de la Bible. Le livre de la prière commune, rédigé en anglais, fut imposé comme texte officiel des offices religieux. Cela entraîna une uniformisation des pratiques dans les églises du royaume, mais provoqua également de vives résistances chez les catholiques dévoués à l'ancienne foi. Ces tensions religieuses agitèrent profondément la société anglaise, exacerbant les divisions. Parallèlement à la réforme religieuse, Édouard VI poursuivit également une politique intérieure qui favorisa la centralisation du pouvoir. Le rôle du Parlement se renforça à travers plusieurs mesures visant à assurer la stabilité du royaume. Toutefois, malgré ces mesures, les intrigues à la cour ne cessèrent d'alimenter les conflits. Le duc de Northumberland et Somerset se disputaient l'influence, ce qui affaiblit la régence et créa un climat d'instabilité. Le contexte extérieur posa aussi des défis importants pour le royaume d'Angleterre. Le jeune roi dut gérer les menaces provenant de la France et de l'Espagne, deux puissances majeures aux ambitions territoriales parfois opposées. La diplomatie fut délicate, oscillant entre alliances fragiles et hostilités latentes. Ces pressions externes mirent à l'épreuve la capacité du gouvernement à maintenir la souveraineté britannique. Édouard VI, malgré son âge, fut un ardent défenseur des idées réformistes. Il s'entoura de conseillers qui partagèrent ses convictions religieuses, notamment l'archevêque Cranmer, dont le rôle fut crucial dans la mise en place des réformes. Cranmer œuvra sans relâche à modifier les rites et doctrines, soutenant la cause protestante contre le conservatisme catholique encore présent dans plusieurs régions du pays. La santé fragile du roi Édouard inquiéta ses contemporains. Son corps, sujet à de nombreuses maladies, ne cessa de s'affaiblir au fil des années. Cette fragilité rendit son règne d'autant plus éphémère, soulignant la précarité même du pouvoir royal à cette époque. La mort prématurée du jeune souverain en l'année 1553 devait marquer un tournant décisif dans l'histoire des troubles anglais. L'héritage d'Édouard VI se résuma à une avancée notable dans la structuration du protestantisme en Angleterre, poursuivant l'œuvre amorcée par son père avec détermination. Toutefois, ce changement profond suscita la défiance de nombreux catholiques fervents, dont certains commençaient à imaginer des moyens pour restaurer l'ancienne religion et affaiblir les réformes engagées. Ces tensions annonçaient des conflits futurs. La question de la succession devint rapidement urgente à la mort d'Édouard VI. Sans héritier direct, le trône fut l'objet de convoitises et de manœuvres politiques. Le duc de Northumberland tenta de faire monter sur le trône Lady Jane Grey, une jeune cousine du roi, espérant ainsi maintenir la direction protestante du pays. Cette décision provoqua une révolte populaire favorisant la sœur catholique d'Édouard VI, Marie Tudor, qui s'empara finalement du pouvoir. Les mois qui suivirent la mort d'Édouard VI virent le retour en arrière sur plusieurs des réformes protestantes instaurées. Marie Tudor chercha à restaurer le catholicisme comme religion d'État, ce qui engendra une période de persécution connue sous le nom des Marian persécutions. Cet épisode douloureux témoigna des profondes divisions religieuses et politiques que les réformes d'Édouard VI avaient ravivées. Malgré la brièveté de son règne, Édouard VI laissa une empreinte durable sur l'histoire anglaise. Sa promotion du protestantisme jeta les bases d'une nouvelle identité religieuse pour l'Angleterre, influençant la culture, la politique et la société pendant des décennies. Le royaume était désormais engagé sur une voie de transformation majeure,
qui allèrent continuer à façonner le visage de la monarchie Tudor. Son règne fut, en somme, une période d'intenses changements et de tensions. L'équilibre instable entre réforme et tradition, pouvoir centralisé et lutte d'influence, ainsi que les défis externes, constituèrent les principaux enjeux. Ce chapitre de l'histoire Tudor prépara le terrain pour les évolutions dramatiques qui allaient suivre sous ses successeurs, en particulier sous Élisabeth Ire, qui léguerait un royaume profondément transformé. Le règne d'Édouard VI s'achève ainsi sur une note d'incertitude mêlée d'espoir. Les réformes qu'il portait continuèrent à diviser, tandis que les luttes politiques se poursuivaient avec vigueur. Ce contexte troublé ouvrit la voie à des confrontations majeures dans la monarchie anglaise, dont les conséquences allaient se faire sentir bien au-delà de son règne. Il reste une figure clé pour comprendre l'évolution de l'Angleterre au XVIe siècle. Au fil de l'histoire Tudor, d'autres épisodes viendront révéler les complexités et les enjeux du pouvoir royal, tandis que le royaume cherchera son identité dans le tumulte des ambitions humaines. Marie Tudor et le retour au catholicisme. Marie Ire, connue sous le nom de Marie la Sanglante, monta sur le trône d'Angleterre en l'année 1545, à la suite de la mort de son frère Édouard VI. Fille aînée d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, elle se trouvait à la croisée des chemins religieux et politiques dans un royaume profondément divisé. Son règne, bien que bref, s'inscrit comme une période majeure de tentatives de restauration du catholicisme face à l'avancée du protestantisme. L'enfance de Marie fut marquée par des tensions familiales liées à la rupture de son père avec Rome. Henri VIII avait abandonné l'Église catholique pour fonder l'Église d'Angleterre, une décision qui bouleversa la vie de sa fille. Son éducation résolument catholique la distingua de ses demi-frères et sœurs, éduqués dans un esprit plus réformé. Ainsi, dès son installation au pouvoir, Marie cherchait à réaffirmer la foi de ses ancêtres en restaurant le catholicisme comme religion officielle du royaume. Le retour au catholicisme ne fut pas une simple réforme, mais un projet ambitieux mêlé aux enjeux politiques. Pour atteindre cet objectif, Marie s'appuya sur des alliances en Europe, notamment avec la puissante Espagne de Philippe II, qu'elle épousa en 1554. Ce mariage politique renforça son positionnement, mais suscita aussi méfiance et résistance parmi ses sujets anglophones et protestants. La question religieuse était intimement liée à celle du pouvoir et de l'identité nationale. Ces tensions religieuses explosaient dans la société anglaise sous la forme de conflits ouverts, notamment contre les protestants. La reine engagea une série de mesures répressives pour éliminer l'hérésie et restaurer les rites catholiques. Ces persécutions furent marquées par l'exécution de plusieurs centaines de protestants, brûlés pour leur refus d'abjurer leur foi. Cet épisode sombre de l'histoire anglaise valut à Marie sa sinistre réputation, révélant ainsi les dangers de l'intolérance religieuse. Malgré son engagement fervent, Marie fit face à une opposition considérable. Ces décisions renforcèrent l'hostilité de la noblesse et du Parlement, qui craignaient la perte de leurs privilèges et de leur pouvoir. La peur d'une domination espagnole symbolisée par son mariage contribua à exacerber la méfiance envers la reine. Les complots et soulèvements se multiplièrent, fragilisant sa position et rendant son règne instable. La restauration du catholicisme sous Marie impliquait également une réorganisation de la hiérarchie religieuse. Elle remplaça les évêques protestants par des prélats catholiques loyaux au pape. Cette politique permit le retour des monastères fermés depuis la réforme d'Henri VIII, ainsi que la réintégration du clergé traditionnel. Toutefois, le temps manquait à Marie pour consolider durablement ces changements avant que la pression politique n'augmente. Sur le plan culturel, le règne de Marie vit une reprise discrète de l'influence romaine, notamment par la renaissance des pratiques liturgiques catholiques et la réintroduction des cérémonies fastueuses.
Ces gestes visaient à marquer un retour à l'ordre indien, mais ils frappaient une société désormais divisée. Beaucoup percevaient ces transformations comme une rupture avec la modernité protestante en cours, amplifiant les conflits sociaux. Marie elle-même demeurait une figure complexe, partagée entre sa foi profonde et les contraintes du pouvoir. Sa volonté de restaurer l'unité religieuse fut indéniable, mais parfois rigide, ce qui accentua l'exclusion de ceux qui refusaient ta vision. Elle éprouvait une solitude croissante, liée au manque de soutien populaire et à la méfiance grandissante de ses conseillers. À ce titre, sa personnalité fut mal comprise, oscillant entre fermeté et vulnérabilité. Les événements de cette période portent en eux les prémices des transformations à venir. La mort de Marie dans l'année 1558 mit fin à sa tentative de restauration. Elle laissa un royaume encore divisé, où la question religieuse demeurait irrésolue. Sa demi-sœur, Élisabeth, lui succéda, apportant une politique de compromis et d'ouverture qui installa durablement l'anglicanisme. Ainsi, le règne de Marie Eyre constitue un épisode crucial de l'histoire anglaise, symbolisant les luttes entre foi et pouvoir au cœur de la période Tudor. Ses efforts pour le catholicisme, bien que controversés et tragiques, témoignent de la complexité des enjeux religieux qui façonnèrent l'Angleterre moderne. Cette histoire exceptionnellement dense illustre comment l'aspiration à la réconciliation peut, paradoxalement, engendrer de profondes divisions. Le récit de Marie n'est pas seulement celui d'une reine persécutrice, mais aussi d'une femme engagée dans un combat pour sa vision du pays, de la foi. Ces actions résonnent encore dans l'histoire des relations entre Église et État, marquant un tournant où les décisions royales influençaient directement le quotidien de chaque sujet. La vie et le règne de Marie invitent donc à réfléchir sur les dynamiques de pouvoir et de croyance. En définitive, cette période rappelle combien la force des convictions religieuses peut entraîner des conflits à une échelle nationale, voire européenne. Les alliances et rivalités internationales, les luttes de pouvoir internes et le poids des héritages familiaux jouent un rôle essentiel dans la construction de l'identité politique. La biographie de Marie Tudor en témoigne avec une rare intensité historique. À mesure que la couronne passa entre les mains d'Élisabeth, les cicatrices laissées par le règne de sa sœur ne purent être effacées facilement. Le compromis religieux instauré plus tard fut en partie une réponse aux excès et aux drames du passé. Ce passage souligne donc la nécessité d'équilibre et de prudence dans la conduite des affaires d'État, surtout quand les enjeux spirituels sont engagés. La trajectoire de Marie Tudor révèle aussi la difficulté de gouverner dans une société profondément divisée, où chaque choix peut entraîner des conséquences irréversibles. En ce sens, elle ouvre la voie à une réflexion plus large sur la place de la religion dans la politique, ainsi que sur la nature du pouvoir royal en Angleterre à cette époque charnière. Son règne reste un sujet d'étude majeur pour comprendre cette époque. Dans la continuité de cette histoire, il est important d'observer comment le royaume entreprit son chemin vers la stabilité. L'équilibre délicat entre tradition et réforme forgea les bases d'une identité nationale nouvelle. La prochaine phase de cette chronique évoquera le règne d'Élisabeth Eyre, qui, avec sa politique plus modérée, sut transformer ces tensions en une forme de renaissance anglaise. Ainsi s'achève cet épisode sur le règne de Marie Eyre, son engagement inébranlable pour le catholicisme et les conflits qu'il engendra. Le récit suivant s'intéressera à la manière dont sa demi-sœur prit le relais et modéra les antagonismes pour établir un nouveau modèle de gouvernance. Cette transition illustre la richesse des dynamiques Tudor, entre passion, stratégie et quête de pouvoir. L'accession d'Élisabeth Eyre. L'arrivée au pouvoir d'Élisabeth. Une est un moment charnière dans l'histoire de l'Angleterre. Fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, elle devient reine après une succession marquée par des conflits religieux et politiques intenses. Son accession au trône, en l'an 1547,
intervient après la mort de sa sœur Marie, qui avait restauré le catholicisme avec ferveur. Élisabeth hérite d'un royaume divisé entre catholiques et protestants, avec des tensions qui menacent la stabilité de la nation. Dès les premiers jours de son règne, Élisabeth doit naviguer habilement au sein d'un paysage politique fragile. Consciente que la religion reste un point de discorde majeur, elle adopte une politique de tolérance relative. Elle instaure l'acte de suprématie en 1559, qui la proclame chef suprême de l'Église d'Angleterre, tout en permettant la coexistence de certaines pratiques catholiques. Ce compromis évite des conflits ouverts et consolide son autorité. Même si certaines factions restent méfiantes, le conseil privé d'Élisabeth joue un rôle crucial dans la stabilisation de son pouvoir. Des figures comme William Cecil, son conseiller principal, participent activement à la gestion des affaires d'État. Cecil, pragmatique et loyal, conseille la reine avec prudence et contribue à façonner une politique modérée. Cette collaboration favorise la mise en œuvre de réformes administratives et financières qui renforcent l'appareil royal. Ainsi, la gouvernance se structure dans la continuité des traditions monarchiques tout en s'adaptant aux nouveaux défis. Sous le règne d'Élisabeth, la paix intérieure s'améliore progressivement. L'économie, fragile après les guerres et les rébellions, connaît une reprise encourageante grâce à des politiques favorisant le commerce et l'agriculture. La reine encourage également le développement de la marine royale, jetant les bases d'une puissance maritime future. Ces mesures renforcent la sécurité et la prospérité du royaume, consolidant l'image d'un État stable et vif sous sa direction. L'aspect religieux reste cependant un terrain sensible. Élisabeth, tout en affirmant l'indépendance de l'Église d'Angleterre, doit gérer les persécutions contre les catholiques récusants avec une certaine retenue. Elle évite les excès des règnes précédents, favorisant souvent la clémence plutôt que la répression violente. Cette attitude pragmatique permet de limiter les oppositions internes et d'assurer une paix relative sans pour autant résoudre définitivement les tensions confessionnelles. Les relations internationales constituent un autre défi majeur. Élisabeth cherche à maintenir l'équilibre entre la France, l'Espagne et l'Écosse, tout en défendant les intérêts anglais au-delà des frontières. Sa politique étrangère s'appuie sur des alliances temporaires et des manœuvres diplomatiques sans entrer immédiatement en conflit ouvert. Cette prudence est essentielle pour préserver la souveraineté et permettre au royaume de se consolider avant d'envisager des expansions plus ambitieuses. Durant son règne, Élisabeth montre une aptitude remarquable à exploiter le symbole royal pour renforcer son pouvoir. Elle cultive une image de souveraine sage, juste et bienveillante, ce qui lui vaut une grande popularité auprès de ses sujets. Sa maîtrise des cérémonies et des apparitions publiques crée un lien fort avec le peuple et souligne son autorité incontestée. Cette dimension symbolique contribue à pacifier les esprits et à légitimer sa position dans un temps d'instabilité. Quelques figures de l'entourage d'Élisabeth révèlent les complexités de son pouvoir. Robert Dudley, son favori, joue un rôle important dans la cour, à la fois comme confident et soutien politique. Leur relation, longtemps sujet à rumeurs, illustre le mélange délicat entre vie privée et stratégie politique. Par ailleurs, le rôle des ambassadeurs étrangers à la cour d'Élisabeth montre l'importance qu'accorde la reine à la surveillance des rivalités internationales et à l'obtention d'informations précieuses. L'Angleterre sous Élisabeth. Une se transforme ainsi en une monarchie plus centralisée et apaisée. La reine navigue entre contraintes et opportunités, tissant patiemment les liens nécessaires à la solidification de son régime. Son règne ouvre une ère nouvelle, marquée par une relative stabilité intérieure et une popularité croissante auprès des sujets, tout en préparant les conditions d'une expansion future. Chaque décision prise témoigne de sa volonté de préserver le royaume face aux défis multiples. Les années successives confirment les effets positifs de ses choix.
La culture et les arts profitent d'un environnement propice, avec l'émergence de figures comme William Shakespeare à la cour. La langue anglaise, soutenue par la protection royale, s'affirme également comme un instrument essentiel de cohésion nationale. Cette dynamique culturelle complète la consolidation politique et prépare une période d'épanouissement pour la nation. Cependant, Élisabeth reste consciente des menaces persistantes. Les complots et intrigues ne cessent d'agiter la cour, tandis que des mouvements catholiques conspirent pour la renverser. L'arrestation de la reine Mary Stuart, prétendante au trône, illustre la complexité des rivalités dynastiques et le danger permanent qui pèse sur le pouvoir. Cette prudence constante impose à Élisabeth une vigilance tenace et une gestion rigoureuse de son entourage. L'instauration de la paix religieuse et politique sous Élisabeth résulte donc d'une multitude de compromis subtils. Son habileté à conjuguer fermeté et souplesse lui permet de stabiliser un pays longtemps fracturé. À mesure que les années passent, son autorité s'impose durablement, offrant à l'Angleterre un souffle nouveau et une image de puissance renaissante. Ces éléments préparent le terrain pour les événements majeurs à venir dans l'histoire de la dynastie Tudor. Les défis ne disparaissent jamais totalement, mais la reine réussit à les contenir sans déclencher de crise majeure. Cette maîtrise contribue largement à faire d'Élisabeth une figure emblématique de la monarchie anglaise. Son règne constitue un moment crucial où la politique, la religion et la culture se croisent et se modulent pour façonner un avenir plus sûr. Cette stabilité précède cependant une période de tension renouvelée, annonçant de nouvelles épreuves. Ainsi, l'accession d'Élisabeth marque l'émergence d'une souveraine capable de conjuguer autorité et modération. Sa politique religieuse, son sens aigu de la diplomatie et son habileté politique posent les fondations d'un royaume apaisé et respecté. Cette étape essentielle de la dynastie Tudor continue d'inspirer par sa complexité et sa richesse, préparant la voie aux événements qui bouleverseront encore l'Angleterre dans les décennies suivantes. La suite de cette histoire nous conduira à explorer les défis diplomatiques et militaires qui mettront à l'épreuve la capacité d'Élisabeth à défendre son royaume contre les puissances étrangères, tout en maintenant l'unité intérieure. La diplomatie et les menaces extérieures. La dynastie Tudor a exercé son pouvoir dans un contexte international particulièrement tumultueux, marqué par des rivalités féroces avec les grandes puissances de l'époque, notamment l'Espagne et la France. Ces antagonismes prenaient souvent la forme de défis diplomatiques complexes, où chaque mouvement pouvait déstabiliser l'équilibre fragile entre alliances et hostilités. La famille Tudor, consciente de ces enjeux, développa une stratégie de défense mêlant négociations habiles et préparation militaire rigoureuse afin de préserver la souveraineté du royaume. L'importance de la diplomatie dans cette période ne saurait être sous-estimée. Henri VII, fondateur de la dynastie, fut le premier à mettre en place une politique étrangère prudente et réfléchie. Son règne fut caractérisé par un choix de mariage dynastique stratégique qui visait à consolider des alliances robustes. Ces unions avaient pour but de limiter les menaces extérieures, en particulier celles provenant de la France, alors en pleine expansion territoriale. Le mariage d'Henri avec Élisabeth d'York scella la fin de la guerre des Deux Roses et permit une certaine stabilité intérieure, essentielle pour affronter les bouleversements à l'étranger. Sous le règne d'Henri VIII, les relations internationales devinrent encore plus tendues, notamment à cause des ambitions personnelles du roi et de ses désaccords religieux avec le pape. La rupture avec Rome engendra une série d'embargos et d'hostilités, surtout de la part de l'Espagne catholique d'un côté et de la France de l'autre. Ce contexte contraignit le gouvernement Tudor à renforcer sa marine, anticipant les attaques ou les invasions potentielles. Il est intéressant de noter que cette période voit l'émergence d'une flotte anglaise capable de rivaliser avec les armadas espagnoles, ce qui fut capital
lors de conflits ultérieurs. La cour de la reine Élisabeth Ière fut sans doute celle où la diplomatie s'exerça avec le plus de finesse et d'intelligence face à des menaces croissantes. Les tensions avec l'Espagne atteignirent un point culminant lorsque l'armada espagnole fut envoyée en 1808 pour tenter de conquérir l'Angleterre. Cet événement est souvent présenté comme un moment décisif dans l'histoire européenne, illustrant à quel point la survie politique et militaire dépendait d'une combinaison subtile de tactiques navales et d'alliances politiques. La reine, connue pour son habileté politique, sut maintenir l'unité du royaume malgré les pressions. En parallèle, les relations avec la France restaient fluctuantes. Malgré des périodes de trêve, la menace d'une invasion persistait, obligeant les Tudors à entretenir de solides défenses terrestres tout en menant des négociations prudentes. La France, sous les Valois, percevait l'Angleterre comme un rival colonial et économique redoutable, cherchant souvent à saper son influence. Les négociations entre les deux royaumes furent donc un équilibre délicat, où les compromis sur des territoires et des droits commerciaux déterminaient souvent l'intensité des tensions. La question religieuse se mêlait également aux conflits extérieurs. La réforme anglicane, initiée par Henri VIII, ne renforça pas seulement la souveraineté royale, mais devint aussi un symbole politique crucial. En refusant l'autorité papale, les Tudors se mirent en opposition directe avec les monarchies catholiques d'Espagne et de France. Cette fracture religieuse intensifia les conflits, ajoutant une dimension idéologique aux rivalités déjà vives. La diplomatie de cour dut prendre en compte ces facteurs pour éviter qu'ils ne dégénèrent en guerres ouvertes. Les alliances étaient souvent fragiles. Les Tudors durent jongler avec des coalitions changeantes, soutenant parfois des princes protestants en Europe contre les menaces catholiques, mais parfois aussi concluant des accords temporaires avec des puissances catholiques quand l'intérêt national l'exigeait. Ce pragmatisme fut essentiel pour maintenir l'équilibre. De plus, la capacité des Tudors à mobiliser rapidement leurs ressources financières et militaires face aux menaces internationales joua un rôle déterminant dans la survie d'un pouvoir en constante vigilance. L'une des figures diplomatiques clés de cette période fut William Cecil, conseiller d'Élisabeth Ière. Son rôle fut crucial dans l'élaboration d'une politique extérieure stable qui évitait les confrontations inutiles tout en préparant fermement la défense du royaume. Sous sa direction, l'Angleterre se dota d'un réseau d'espions efficace, capable d'anticiper les complots et d'appréhender les dangers avant qu'ils ne deviennent ingérables. Le renseignement fut ainsi un pilier de cette diplomatie prudente et mesurée. La menace extérieure n'était pas seulement militaire, elle touchait aussi à la sphère économique. Les Tudors comprirent que le commerce international était un levier de puissance. Pour contrer l'influence espagnole sur les routes maritimes, ils encouragèrent l'exploration et la colonisation de nouvelles terres, ce qui permit bientôt d'étendre leur sphère politique et économique. Cette politique d'expansion naissante fut en partie motivée par la nécessité de sécuriser des ressources et des territoires face aux pressions des autres puissances. Le contexte européen de la Renaissance, caractérisé par de profondes transformations sociales, culturelles et politiques, confrontait la dynastie Tudor à des défis multiples. Les tensions entre anciennes traditions et innovations, entre catholicisme dominant et réformes protestantes, déterminaient les alliances et les conflits. Dans ce cadre, la diplomatie Tudor se distingue par sa capacité à adapter les stratégies aux circonstances fluctuantes tout en maintenant une main ferme sur les intérêts du royaume. En somme, la gestion des menaces extérieures par les Tudors fut marquée par un équilibre complexe entre fermeté, diplomatie et innovation stratégique. Les alliances dynastiques, la puissance navale, le renseignement finement orchestré, ainsi que la promotion du commerce et des explorations, constituèrent les piliers d'une politique étrangère efficace.
Cette approche permit à la dynastie de traverser des décennies de rivalité intense et d'assurer la pérennité de son pouvoir malgré les nombreuses crises qui secouèrent l'Europe à cette époque. Ainsi, le règne des Tudors offre un exemple remarquable de la manière dont la diplomatie et la défense pouvaient se conjuguer pour protéger un royaume au cœur d'un continent en pleine mutation. Les défis internationaux rencontrés illustrent non seulement les risques, mais aussi les opportunités d'une époque où le pouvoir se jouait autant sur les mers que dans les salons des palais. Ce panorama historique invite à comprendre comment, derrière chaque décision politique, se cachait une volonté incessante de préserver la souveraineté nationale face à des menaces souvent mortelles. Les enjeux extérieurs ayant été posés, il convient maintenant de s'intéresser aux intrigues internes qui agitèrent la cour Tudor, révélant une autre facette des défis auxquels cette dynastie dut faire face. La culture à l'époque. Tudor. La période Tudor fut une époque de transformation profonde dans le domaine culturel et intellectuel en Angleterre. Sous le règne de la dynastie Tudor, l'art et la connaissance connurent un essor remarquable, soutenu par des monarques qui comprirent l'importance d'un renouveau culturel pour asseoir leur pouvoir. Henri VII, premier souverain Tudor, posa les bases d'une politique favorisant les arts. Grâce à son règne, un climat protecteur se développa, permettant aux artistes et humanistes de s'épanouir. Henri VIII fut sans doute le monarque Tudor le plus célèbre pour son influence culturelle. Son engagement envers la promotion des arts se traduisit par la construction de magnifiques palais où la musique et la poésie occupaient une place centrale. Par ailleurs, il encouragea la traduction d'œuvres religieuses, telles le Nouveau Testament, rendant la lecture accessible à un plus large public. Cette politique favorisa le développement des lettres anglaises, notamment à travers la production d'œuvres en langue vernaculaire. La reine Élisabeth Ier, véritable icône culturelle, incarna parfaitement l'esprit humaniste de son temps. Son règne fut marqué par un formidable élan artistique. La reine elle-même était une protectrice des arts, entourée de poètes, de dramaturges et de compositeurs. Shakespeare, Marlowe, Spenser firent partie de ce cercle brillant. La littérature connut une expansion sans précédent, touchant tous les milieux sociaux. Cette aura culturelle refléta l'identité nouvelle d'une Angleterre forte et indépendante. Les progrès intellectuels sous les Tudors furent étroitement liés à la Renaissance européenne. L'influence italienne et française se fit sentir dans l'architecture, la sculpture, mais aussi dans les idées philosophiques. Les Tudors favorisaient les études classiques et soutenaient les universités. De nombreux érudits anglais étudièrent en Europe avant de revenir enrichis de savoirs nouveaux. Ce flot d'idées contribua à forger une élite cultivée, prête à remettre en question les dogmes anciens. La musique à l'époque Tudor occupa une place essentielle dans la vie de cour, comme dans les chapelles royales. Les compositeurs développèrent un style raffiné, mêlant polyphonie et mélodie fluide. Certains noms, tels Thomas Tallis ou William Byrd, se détachèrent par leur génie, proposant des œuvres qui restent encore admirées aujourd'hui. La musique assura à la dynastie un prestige indéniable, reflétant à la fois la solennité du pouvoir et les passions humaines. L'art visuel prit aussi un essor considérable sous les Tudors. La peinture de portrait devint un genre particulièrement prisé, mettant en scène les souverains et les nobles dans toute leur gloire. Hans Holbein le Jeune fut l'un des artistes majeurs dont les œuvres capturèrent avec réalisme et finesse les traits des personnages royaux. Ces portraits offrent un témoignage direct de l'esthétique et de l'importance accordée à l'image du pouvoir à cette époque. Dans le domaine architectural, les Tudors innovèrent en combinant les styles gothiques tardifs et renaissants. Les grandes demeures et palais royaux, tels que Hampton Court, témoignent de cette fusion unique. Ces bâtiments, majestueux et fonctionnels, servaient à la fois de résidence et de symbole du pouvoir monarchique,
incarnant la stabilité de la dynastie au cœur des tempêtes politiques. Parallèlement, la diffusion des idées humanistes bouleversa les modes de pensée. Des intellectuels comme Thomas More ou Roger Ascham promouvèrent la connaissance et la vertu, critiquant parfois ouvertement les excès du pouvoir ou les superstitions. Cette volonté de réforme intellectuelle s'inscrivait dans un contexte plus large de changement social et religieux qui marqua la période Tudor. Elle ouvrit la voie à l'essor des sciences et des lettres dans les décennies suivantes. Les livres imprimés, encore relativement nouveaux, devinrent un vecteur crucial de ces transformations. L'imprimerie permit une circulation accrue des idées à travers l'Angleterre. De nombreux ouvrages, tant religieux que scientifiques, furent édités en latin et en anglais, favorisant une diffusion plus large des savoirs. Cette révolution médiatique contribua ainsi à asseoir le pouvoir intellectuel et culturel de la dynastie Tudor. La politique culturelle menée par les Tudors fut aussi un puissant outil diplomatique. En recevant des artistes étrangers ou en soutenant des échanges intellectuels avec d'autres cours européennes, ils renforçaient leur prestige sur la scène internationale. Ces relations culturelles permettèrent par ailleurs d'importer des innovations qui enrichissaient la création anglaise, créant une dynamique d'ouverture et d'émulation au sein de la société. Malgré ces avancées, la culture Tudor dut composer avec les tensions et contradictions propres à l'époque. La censure et le contrôle étroit des œuvres artistiques montraient une volonté de maîtriser les représentations, notamment celles touchant à la religion ou au pouvoir. Certains artistes et penseurs durent donc naviguer avec prudence, expérimentant leur art dans un cadre parfois contraignant. Cela n'empêcha pas l'émergence d'une créativité remarquable. Les Tudors valorisèrent également la langue anglaise. Ce fut une période charnière où la langue vernaculaire s'imposa de plus en plus dans les domaines littéraires et administratifs. Ce choix politique contribua à renforcer le sentiment d'identité nationale et à démocratiser l'accès à la culture. En parallèle, l'anglais s'enrichit et se structura, devenant un outil d'expression efficace et prestigieux. Les célébrations royales et les représentations théâtrales occupaient une place centrale dans la vie sociale de l'époque Tudor. Elles mêlaient spectacle, politique et religion, participant à la construction d'un imaginaire collectif autour de la monarchie. Ces événements, souvent fastueux, permettaient de diffuser un message de puissance et d'unité tout en divertissant la cour et le peuple. Ils sont aujourd'hui une source précieuse pour comprendre cette époque. Le théâtre Tudor, notamment, fut un vecteur culturel majeur qui exploitait à la fois des thèmes historiques et contemporains. Les dramaturges s'inspiraient des événements politiques pour créer des récits captivants et accessibles. Les premiers théâtres publics firent leur apparition, favorisant la rencontre entre différentes couches sociales autour d'œuvres artistiques. Ce phénomène contribua à l'essor d'une culture populaire nouvelle en Angleterre. Les sciences n'étaient pas en reste sous le règne des Tudors. L'astronomie, la médecine et la cartographie connaissaient des avancées significatives. Des figures telles que John Dee, conseiller d'Élisabeth, incarnaient cette curiosité intellectuelle qui mêlait parfois savoir et ésotérisme. Ces recherches scientifiques participaient à une meilleure compréhension du monde et préfiguraient les grandes découvertes à venir. La religion joua un rôle complexe dans cette dynamique culturelle. La réforme anglaise, initiée par Henri VIII, transforma le paysage religieux et intellectuel du pays. Cette rupture avec Rome eut des conséquences profondes sur les arts, la littérature et la pensée. Si certaines productions furent censurées ou détruites, d'autres profitèrent des nouvelles libertés pour s'exprimer sous de nouvelles formes, contribuant ainsi à la diversité culturelle. Ce contexte religieux contrasté donna naissance à des œuvres riches en symboles et en débats. Les tensions entre catholicisme et protestantisme alimentèrent une réflexion profonde sur la foi, la morale et la société. De nombreux écrivains et artistes Tudors
explorèrent ces questions avec rigueur, souvent de manière subtile, pour éviter la répression. Cela permit la constitution d'un corpus culturel dense et varié. En résumé, la période Tudor fut un âge d'or pour la culture anglaise, un moment où arts et savoirs se croisèrent pour enrichir la société. Ce renouveau culturel, étroitement lié à la volonté monarchique, permit à l'Angleterre de se positionner comme un acteur majeur sur la scène européenne. La richesse de cette époque influence encore aujourd'hui la vision que nous avons de cette famille royale et de son héritage. Alors que cette immersion dans la richesse culturelle de l'époque Tudor s'achève, le récit se tourne bientôt vers un autre aspect fascinant de cette dynastie. Ces luttes intenses pour le pouvoir et les intrigues qui marquèrent ces années décisives. Héritage et fin de la dynastie. L'ascension et la chute de la dynastie Tudor forment un chapitre essentiel de l'histoire anglaise et européenne. Cette lignée royale, célèbre pour ses conflits intérieurs et ses transformations politiques profondes, a laissé un héritage durable qui dépasse largement son temps. La disparition de cette famille puissante ne s'est pas faite sans turbulence, car les raisons de sa fin sont liées à des dynamiques complexes mêlant succession, politique et contextes internationaux. Au commencement du 16 juillet 1516, la dynastie Tudor est solidement installée sur le trône d'Angleterre avec Henri VIII. Sa politique religieuse bouleverse l'ordre établi, notamment la rupture avec Rome et la création de l'Église d'Angleterre. Ces décisions entraînent un climat de tension qui ne cessera de marquer les règnes suivants. Henri VIII, avec ses nombreuses épouses, illustre à lui seul les enjeux personnels et politiques qui agitent la cour. Son fils Édouard VI s'impose comme un roi réformateur, bien que son règne soit tragiquement court, ne durant que 6 ans. Malgré son âge, il tente de consolider les bases protestantes en Angleterre. Sa santé fragile le contraint à céder la place, laissant le pouvoir dans une période d'instabilité. La question de la succession devient alors cruciale, exposant les vulnérabilités de la dynastie Tudor. Marie, surnommée Marie la Sanglante, incarne une tentative de retour au catholicisme avec une politique stricte et répressive. Son objectif est de restaurer l'autorité papale, ce qui provoque une résistance marquée dans le pays. Sa couronne est confrontée à des adversités multiples internes et externes qui préfigurent la fin d'une époque. Sa mort prématurée en 1588 laisse place à une nouvelle souveraine. Élisabeth Ier, la fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, prend le trône avec une détermination sans faille. Son règne, l'un des plus longs de l'histoire anglaise, est marqué par une politique habile qui équilibre religion, diplomatie et culture. La reine instaure un âge d'or où les arts et la littérature prospèrent, tandis qu'elle maintient sa souveraineté face aux puissances rivales. Sa position reste cependant fragile, car elle ne laisse pas d'héritier direct. La mort d'Élisabeth en 1589 sans enfant met fin à la dynastie Tudor en Angleterre. Son successeur, Jacques Ier, issu de la maison des Stuarts, inaugure une nouvelle ère. Ce transfert de pouvoir soulève des questions sur la continuité des politiques et des valeurs instaurées par les Tudors. La dynastie Stuart apporte son propre style au trône, mais le souvenir des Tudors demeure prégnant dans les institutions et la culture nationale. Les Tudors ont profondément influencé la structure politique anglaise, notamment à travers la centralisation du pouvoir royal et la réforme religieuse. Leur héritage se manifeste aussi dans le domaine juridique, avec la consolidation d'un système qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Par ailleurs, ils ont marqué l'art de gouverner en affirmant l'idée d'un monarque fort, capable de résister aux pressions internes et externes. Sur le plan international, les choix des Tudors ont redéfini les alliances et les rivalités en Europe. La rivalité avec l'Espagne, en particulier, a culminé avec l'épisode de l'Armada espagnole, symbolisant la montée en puissance de l'Angleterre comme acteur majeur. Cette confrontation militaire
repose sur des enjeux religieux autant que géopolitiques, illustrant les tensions de l'époque. L'évolution de la société anglaise sous les Tudors est remarquable. Les transformations économiques, avec le développement du commerce maritime et l'expansion coloniale, posent les bases du futur empire britannique. Les réformes religieuses, souvent brutales, ont modifié le quotidien des citoyens, engendrant des divisions, mais aussi une nouvelle cohésion autour de l'identité anglaise. Parmi les figures clés, Thomas Cromwell mérite une attention particulière. Conseiller d'Henri VIII, il incarne la rationalisation du gouvernement et la mise en œuvre des réformes religieuses. Son ascension fulgurante et sa chute dramatique illustrent les dangers du pouvoir à cette époque. Son influence marque un tournant dans l'histoire politique anglaise. L'héritage culturel des Tudors est également considérable. Le mécénat royal favorise la Renaissance anglaise, stimulée par des figures comme William Shakespeare, dont l'œuvre reflète les préoccupations de ce temps. Le développement du théâtre, de la poésie et de la musique sous Élisabeth Ier témoigne de l'effervescence intellectuelle de la période. Les intrigues de cour, fréquentes et complexes, jalonnent le récit Tudor. Trahison, alliances secrètes et complots rythment les règnes, affectant la stabilité du royaume. Par exemple, l'affaire des amants de la reine Anne Boleyn illustre la vulnérabilité des personnages face au jeu de pouvoir. Ces épisodes contribuent à forger l'image dramatique mais réelle de cette dynastie. Les relations entre la monarchie et le Parlement évoluent également sous les Tudors. Le renforcement de la couronne s'accompagne d'une utilisation plus systématique des institutions parlementaires pour légitimer les décisions. Cette dynamique prépare le terrain aux futurs conflits entre pouvoir royal et parlementaire qui marqueront l'histoire britannique. La diplomatie des Tudors laisse aussi une empreinte durable. La reine Élisabeth, notamment, cultive une politique de prudence et d'opportunisme, nouant des alliances temporaires avec des puissances européennes tout en protégeant l'indépendance anglaise. Cette stratégie assure la survie du royaume dans un contexte de rivalité intense. Les mutations religieuses entreprises par Henri VIII provoquent également de profondes divisions dans la société anglaise. Le passage du catholicisme au protestantisme n'est pas uniforme, creusant des fossés qui influenceront la politique pendant des décennies. Ces tensions religieuses participent à définir les contours du pouvoir Tudor. À travers les mariages royaux, la dynastie cherche à renforcer ses liens avec d'autres maisons européennes. Pourtant, ces alliances stratégiques ne réussissent pas toujours à stabiliser le royaume ni à assurer une succession claire. La complexité des héritages et des prétentions alimente les rivalités internes et la fragilité politique. La fin des Tudors coïncide avec une époque de transition majeure pour l'Angleterre. Le passage à la dynastie Stuart représente un changement d'ère marqué par la continuité dans certains domaines et la rupture dans d'autres. Cet équilibre délicat façonne le visage futur de la monarchie anglaise. Enfin, la mémoire collective garde de la dynastie Tudor une image contrastée où s'entremêlent puissance, innovation et conflit. Leur règne incarne une période de mutation, de lutte pour le pouvoir et d'affirmation nationale. Cette période continue d'inspirer historiens, artistes et passionnés d'histoire, témoignant de son importance exceptionnelle. La stabilité imposée par certains souverains Tudors contraste avec l'instabilité provoquée par d'autres, créant un paysage politique mouvant qui influence profondément la trajectoire de l'Angleterre. Cet équilibre entre ordre et chaos forge une dynamique unique propre à cette famille royale. Cette dynastie a aussi laissé une empreinte juridique essentielle, en consolidant des institutions légales qui limiteront à l'avenir les abus du pouvoir arbitraire. Le développement du common law sous leur règne constitue une base durable de la justice anglaise. Le rôle des femmes Tudor, souvent mises de côté dans les récits traditionnels, mérite également d'être souligné. Élisabeth Ier, bien sûr, mais également Anne Boleyn et Marie Tudor,
ont chacune exercé une influence considérable, parfois en défiant les attentes de leur époque. Leur action politique modifie la perception du pouvoir féminin. Par ailleurs, la culture Tudor traverse aussi des crises liées aux conflits religieux et politiques. L'union des deux royaumes, notamment sous Jacques Ier, est facilitée par certains acquis de cette période, montrant que l'héritage Tudor dépasse largement la seule Angleterre. Les tensions résultant des changements religieux alimentent des conflits sociaux importants, jusqu'à engendrer des révoltes et des mouvements de résistance. Ces affrontements témoignent des difficultés à imposer des réformes aux populations, même sous une monarchie forte. L'aspect international de la politique Tudor révèle une vision globale naissante du pouvoir anglais. L'expatriation vers les Amériques et le commerce avec l'Orient dévoilent une expansion économique qui annonce l'ère coloniale à venir. Ces débuts posent des questions sur les rapports entre métropole et colonie. En somme, la dynastie Tudor marque une rupture profonde dans l'histoire traditionnelle anglaise. Leur capacité à conjuguer innovation et tradition dessine une trajectoire singulière, où les enjeux religieux, politiques et culturels se rencontrent et s'affrontent. Leur héritage, riche et complexe, mérite une attention particulière. Cette période se distingue aussi par l'intensité des rivalités familiales et des alliances politiques. La guerre des Roses, antérieure aux Tudors, semble se prolonger dans les luttes pour le pouvoir qui jalonnent leur règne. Ces conflits internes renforcent la fragilité de la dynastie à la longue. Le développement des arts sous la famille Tudor reflète les aspirations d'une société en pleine mutation. La construction de châteaux somptueux, la littérature florissante et les évolutions de la musique témoignent d'un climat culturel riche, mais aussi d'une volonté d'affirmer la grandeur royale. Le recours à la propagande et à l'image publique se manifeste par des portraits officiels et des documents contrôlés, dont le but est de renforcer le prestige de la famille régnante. Cette maîtrise de l'image instaure une communication politique nouvelle, précurseur des stratégies modernes. L'organisation administrative, sous les Tudors, s'appuie sur une centralisation accrue des pouvoirs, notamment avec la création de nouveaux bureaux et l'affirmation de l'autorité du conseiller privé. Cela assure une gouvernance plus efficace, mais suscite parfois des résistances. Ces transformations politiques et sociales s'inscrivent dans le contexte plus large de la Renaissance européenne, où innovation et tensions sociales se mêlent. La dynastie Tudor, par ses choix, participe activement à ce grand mouvement historique. L'importance de la marine royale sous les Tudors mérite une attention particulière. Le renforcement de la flotte anglaise constitue un atout stratégique majeur dans les confrontations avec les puissances européennes. Cette politique maritime guide également les implantations outre-mer. Les relations entre l'Angleterre et le Vatican, quant à elles, oscillent entre rupture et négociation, avec des conséquences majeures pour la foi populaire, comme pour l'organisation du clergé. Ce rapport conflictuel marque profondément l'identité anglaise. Enfin, le legs territorial, notamment par les mariages et les conquêtes, modifie la carte politique de l'Europe occidentale. Ces modifications influencent les rapports de force et préparent les bouleversements à venir. L'histoire des Tudors s'inscrit ainsi dans un mouvement plus vaste. Ainsi se conclut cette partie de l'histoire. Mais l'impact des Tudors continue d'être ressenti à travers les siècles. Leur héritage nourrit encore la réflexion sur le pouvoir, la foi et la culture, préparant le terrain pour les chapitres suivants de l'histoire anglaise. Continuons désormais avec l'exploration des conséquences de cette transition sur les royaumes voisins.